Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci. Bienvenue dans cette salle à Saint-Nazaire. Et je ne résiste pas à vous dire le plaisir que c'est pour moi, député de cette circonscription, d'accueillir ce grand meeting de la nouvelle Union populaire écologique et sociale avec les différents camarades que vous allez entendre tout à l'heure. Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Philippe Brun, député socialiste de l'Eure. Véronique Mahé, du Parti communiste français, conseillère régionale. Arash Saïdi, conseiller régional et coordinateur national de Génération. Julie Lahernos, députée Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique, une voisine. Et ici, ce soir, nous allons même au-delà de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, puisque nous accueillons aussi Titouan, qui représente le NPA, qui participe ici à cette bataille avec nous. Vous avez vu sur le petit diaporama le nombre, la force. On me dit que c'est au moins la plus grosse manifestation à Saint-Nazaire depuis 1995 et peut-être même depuis 1967 et 68. Voilà la force, c'est la force du peuple, la force des salariés qui se sont mobilisés d'abord le 19 janvier, encore plus nombreux hier, et qui vont continuer évidemment jusqu'à la victoire. Par cette force, par ce meeting ce soir, Saint-Nazaire envoie évidemment une fois de plus un message, un signal à tout le pays. C'est celui de la combativité, de la détermination, de la lutte pour la justice sociale, pour le retrait de cette réforme des retraites injuste et évidemment notre détermination à aller jusqu'au retrait et même au-delà si l'occasion nous en est donnée. Je dis même au-delà parce que M. Macron a déjà perdu plusieurs batailles. Il a perdu la bataille de l'opinion. Je pense que tout le monde sait que cette réforme, le fait de vouloir faire travailler 2 ans de plus les gens, de repousser l'âge légal jusqu'à 64 ans, est profondément injuste et va frapper tout le monde, mais singulièrement les femmes. Il a perdu la bataille de l'argumentation. Cette réforme n'est pas justifiée financièrement. Le besoin de financement est modéré, passager, et il est tout à fait possible de le financer autrement qu'en faisant travailler les Français plus longtemps. Mais pour ça, il faut partager un peu mieux les richesses et que les revenus du capital, les profits, soient mis à contribution pour financer les retraites. Ils ont d'ailleurs tellement perdu la bataille de l'argumentation que plus ils parlent, plus les gens sont contre. Donc surtout qu'ils continuent à parler, parce que comme ça, on va finir par atteindre des seuils de rejet extrêmement puissants. Ils ont aussi perdu la bataille de l'horizon. Ils sont là comme si les gens étaient seulement des pions dans des livres de comptes. Et nous leur disons non. Nous disons le sens de l'histoire, c'est la réduction du temps de travail. Le sens de l'histoire, c'est le partage des richesses. Le sens de l'histoire, ça n'est pas de venir voler 2 ans de bonheur aux gens. C'est au contraire de défendre le droit au bonheur. Car quand on part à la retraite, on ne cesse pas d'être utile. Au contraire, on est pleinement utile parce qu'on l'est de façon non marchande, de façon désintéressée, pour ses petits-enfants quand on a la chance d'en avoir, pour les associations dans lesquelles on s'engage, pour les mandats municipaux notamment, qu'on accepte d'exercer pour le bien de tous. Et c'est ce temps au service de l'intérêt général que nous défendons aussi. Ils ont aussi perdu la bataille de la mobilisation. Je vous ai dit les chiffres. 80% des Français qui sont contre, 93% des actifs, et il ne leur reste plus que l'argument d'autorité. C'est mon autorité qui se joue, disait Macron. Mais enfin, on n'est pas en train de parler du caprice du monarque. On est en train de parler de la retraite des Français. Et donc, nous allons nous mobiliser.
Car non, il n'y a pas de mandat pour faire cette réforme. Non, dans l'élection présidentielle, les candidats qui voulaient repousser l'âge de la retraite n'étaient pas majoritaires. Il y en avait 3. Macron, Pécresse, Zemmour. À eux 3, ils faisaient 40% au premier tour. Le report de l'âge de la retraite était minoritaire dans l'élection présidentielle. Et la légitimité aujourd'hui, c'est le camp du retrait de cette réforme qu'il a, et certainement pas le camp du projet du gouvernement. Ils ont donc perdu la bataille de l'opinion, de l'argumentation, de l'horizon, de la mobilisation, et nous sommes déterminés, c'est ce que nous allons dire ce soir, à aller gagner la dernière bataille, c'est-à-dire la bataille de la décision, pour que cette réforme soit retirée ou battue à l'Assemblée, mais en tout cas que jamais elle ne s'applique et que nous ne partions pas à la retraite à 64 ans. Nous allons la gagner grâce à l'unité syndicale, et je vous donne rendez-vous le 7 et le 11, notamment février, la semaine prochaine, pour les 2 prochaines dates qui ont été annoncées. Nous allons nous battre à l'Assemblée nationale avec mes collègues députés de la NUPES. Nous allons nous battre de toutes les façons possibles, démocratiquement, et nous allons l'emporter. Et vous voyez déjà que M. Macron commence à faire courir le bruit que si la réforme n'était pas votée, il pourrait dissoudre l'Assemblée. Eh bien, moi je lui dis, député de Saint-Nazaire, chiche. Quand il veut, et on l'a vu le week-end dernier en Charente, quand les Français ont l'occasion de voter entre un macroniste et un candidat de la NUPES, ils votent pour la NUPES. Donc s'ils veulent faire ou un référendum ou une dissolution qui sera un référendum sur les retraites, qu'ils le fassent, nous n'en avons pas peur, nous n'avons pas peur du peuple. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire pour vous accueillir ici, mais vous êtes venus écouter d'autres invités que je vous ai présentés. Ce qui est à l'ordre du jour, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement de tourner la page de la retraite à 64 ans, c'est aussi en tournant la page de la retraite à 64 ans qu'ils veulent imposer, de commencer à tourner la page du macronisme. Car si nous gagnons cette bataille, et nous allons la gagner, alors c'est d'autres horizons qui s'ouvrent pour nous demain. Voilà ce que nous sommes venus dire, voilà ce que nous allons faire. Mais avant de leur laisser la parole, on a voulu ouvrir cette soirée en donnant la parole à des salariés qui se battent justement contre cette réforme, qui en voient les dangers et qu'on a eu l'occasion de rencontrer et de soutenir déjà dans d'autres batailles sur les salaires, sur l'emploi, parce que tout est lié. Je vous demande donc d'accueillir Jennifer Guibaud, salariée d'Atalian, et Stéphane Lechevillier et ses camarades de RFS à Trignac. Donc Jennifer, on s'est croisés à l'automne, sous la pluie, pour une mobilisation sur les salaires chez Atalian, qui est l'entreprise sous-traitante de propreté du groupe Airbus, un groupe dont chacun connaît les moyens financiers et la possibilité qu'il aurait de bien traiter les agents de sous-traitance qui sont sur son site, mais c'est aussi contre la bataille des retraites, contre la réforme des retraites, pardon, que vous êtes engagé. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer, j'ai 37 ans et 4 enfants. Je travaille pour Atalian, société de nettoyage industriel chez Airbus depuis 7 ans. Les contraintes de mon travail sont multiples. Nous effectuons beaucoup de gestes répétitifs, de charges lourdes, d'accès difficiles avec les chariots, matériaux, sacs poubelles lourds, bobines et des longs escaliers. Et beaucoup de marches et de piétinements. Il faut aussi qu'on s'adapte au temps. Notre hantise, c'est la pluie. Quand il pleut, nous travaillons trempés, car on traverse les secteurs sous la pluie. Ah oui. Nous traversons les secteurs sous la pluie. Nous sommes confrontés à beaucoup d'incivilités, passages indécents après lavage, cuvettes mal nettoyées, douches, vestiaires et sanitaires. À 30 ans, ça va, mais à 64 ans, beaucoup moins. Nous sommes confrontés à des femmes déjà cassées et abîmées de partout, à même pas 50 ans. Des tendinites, des maux de dos, des canals carpiens, et j'en passe. Beaucoup de contrats à 20 heures qui sont pénalisants pour la retraite. Mon patron ne veut pas investir pour améliorer nos conditions de travail. Il va falloir que les sociétés de nettoyage commencent par acheter des
déambulateur pour les personnes les plus de 60 ans. Nous avons tous une vie avant, pendant et après le travail. La vie ne s'arrête pas à 7 heures par jour. Nous voulons la France de demain, mais pas la retraite à 64 ans. Je terminerai ce petit texte en disant que du haut de mes 37 ans, avec mes 4 enfants, le quotidien et la vie en général, je suis déjà fatiguée, donc non à la retraite à 64 ans. Merci Jennifer. Et vous en avez peut-être entendu parler de cette société RFS qui s'est installée à Trignac, dont la direction a annoncé la fermeture et dont les salariés ressentent un profond sentiment d'injustice, je crois, contre cette décision, alors qu'ils font leur travail, qu'il y a encore des commandes à livrer, qu'ils le font magnifiquement dans une entreprise extrêmement moderne. Je suis allé moi-même, ils m'ont accueilli, on a vu les machines qui sont là, qui sont installées, et c'est la dernière usine d'un groupe européen qui fabrique des antennes paraboles pour les télécommunications par satellite notamment. Et s'ils ne sont plus là, il ne restera que des entreprises américaines et chinoises. Mais là aussi, quand on parle retraite, on parle aussi emploi, et notamment emploi industriel. Et donc je laisse la parole à Stéphane Lechevillier au nom de ses camarades. Bonsoir à tout le monde. On a en moyenne, alors ils nous disent d'aller jusqu'à 64 ans, on a en moyenne une espérance de vie en bonne santé de 64 ans pour les femmes et 62 ans pour les hommes. C'est une moyenne. On n'a pas envie de résumer une vie professionnelle à métro, boulot, caveau. Dans notre société, nous avons 5 collègues décédés avant d'arriver à l'âge de la retraite depuis 2020. Le paradoxe de la réforme des retraites, c'est que la société qui nous emploie, RFS à Trignac, ferme définitivement. Alors c'est difficile de se projeter pour les collègues de travailler jusqu'à 64 ans, parce qu'on a tous les âges. Ça part de 20 ans, ça part jusqu'à... On a même des collègues qui ont 62 ans. RFS est une usine d'antennes paraboliques pour les réseaux télécoms. Les téléphones portables fonctionnent aussi grâce à nos antennes. La 5G aussi. RFS, filiale de Nokia qui annonce un bénéfice net de 4,3 milliards, préfère mettre de l'argent pour fermer RFS et licencier 135 personnes, plutôt que d'investir à nouveau pour garder une fabrication et un savoir-faire français. Demain, pour les opérateurs qui auront besoin de nos antennes, le choix se fera entre les Américains ou les Chinois. Et les Américains étant en position dominante sur le marché, ils pourront pratiquer les prix qu'ils voudront. Cela se traduira forcément par une augmentation pour les consommateurs. Nous fournissons des antennes pour la gendarmerie, l'armée. Quel choix auront-ils demain, Américains ou Chinois? Quelle garantie de sécurité et en cas de conflit? Nous avons déjà soulevé ce problème auprès du sous-préfet du ministère de l'Industrie. Et nous refusons de mourir en silence et surtout que certains s'étonnent notre disparition en disant qu'ils ne savaient pas. Voilà, c'est notre histoire à RFS qui se finit depuis des années qu'on y est. On est très attachés à cette société. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Effectivement, ces 2 témoignages que vous avez entendus, ils montrent à la fois l'absurdité de vouloir faire travailler les gens jusqu'à 64 ans quand leurs conditions de travail ne le permettent pas ou quand on les licencie avant. Si on augmente les salaires, si on développe l'emploi, l'argent existe pour financer le système des retraites, parce qu'augmenter les salaires, parce que défendre et augmenter l'emploi, c'est augmenter les cotisations sociales qui permettent de financer les retraites. C'est donc une seule et même bataille qui est là. C'est la question du partage des richesses. Et je vous demande donc de les applaudir une nouvelle fois et de dire une nouvelle fois combien nous sommes à leur côté dans les batailles qu'ils mènent. Je vous laisse redescendre, mais nous tenions à ouvrir ce meeting sur ces paroles-là. Nous y tenions, et d'ailleurs, quand vous sortirez, ne soyez pas surpris. Il y a
près de l'entrée une caisse de grève et les quêtes au drapeau qui seront faites à l'issue de ce meeting serviront à alimenter cette caisse de grève. Nous venons de cette façon apporter notre soutien à celles et ceux qui s'engagent dans la lutte, dans la grève, alors que les salaires sont déjà trop bas pour beaucoup, et notamment face à l'inflation. N'hésitez pas, si vous en avez l'occasion d'y participer, si vous en avez aussi les moyens, car je sais que ce n'est pas toujours le cas. Voilà ces paroles de combativité et d'injustice sociale que nous voulions faire résonner avant de donner la parole à nos invités représentants de leurs organisations politiques ce soir. Et je laisse la parole à Titouan du NPA. Et j'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui ont organisé cette soirée, la décoration, l'installation, le bar qui sera ouvert aussi après le meeting, parce que sans cet engagement individuel qui fait les engagements collectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de lutte victorieuse. Engagez-vous dans votre syndicat, dans votre parti politique, dans votre association, de toutes les manières, et si aucun ne vous convient, créez le vôtre, si vous le souhaitez, mais faites vivre cet engagement, c'est ça qui nous permet de nous battre aujourd'hui et de gagner demain. Donc salut à toutes et tous. Donc moi je suis enseignant et bien sûr en lutte contre la réforme des retraites. Avec le NPA, on voulait peut-être commencer avec quelques constats. D'abord sur la situation dans la jeunesse. C'est des rappels, mais je pense que c'est quand même vraiment important vu qu'on va mener une lutte qui risque d'être dure et qui va durer. Plus de 20% des moins de 25 ans aujourd'hui sont au chômage. Ils commencent à travailler avec des stages, des salaires de misère. Ils enchaînent des CDD, des contrats précaires. Que fait face à ça le gouvernement? Est-ce qu'il pourrait partager le temps de travail, augmenter les salaires? Non. Le choix, c'est d'empêcher 650 000 personnes qui pourraient et qui voudraient prendre leur retraite chaque année. Ils veulent les faire travailler 2 ans de plus. C'est une situation ubuesque où on demande à des personnes qui ne veulent plus travailler de rester dans leur emploi alors qu'ils sont épuisés, alors que les plus jeunes en sont privés, ce qui leur permettrait de sortir de la précarité. Deuxième constat, la situation des seniors est tout aussi délétère. Taux d'inactivité énorme parce que licenciés, épuisés, malades. Donc oui, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus travailler avant d'atteindre l'âge de la retraite. La conséquence, c'est l'absence des annuités, des pensions de misère. La conséquence aussi, c'est des situations qui sont intenables, particulièrement pour les métiers pénibles. L'enchaînement des réformes des retraites par l'ensemble des gouvernements successifs, quel que soit leur bord politique, a conduit à l'allongement de la durée de travail et conduit à une situation où on ne peut plus envisager des jours heureux. Concrètement, et parce que cet exemple est vraiment important pour moi, avant la réforme de Sarkozy en 2010, une infirmière qui travaillait à l'hôpital pouvait partir à 55 ans. Si cette réforme passe, elle partira à 64. 2010, 2023, 9 ans. C'est une conséquence qui est énorme. Et après, ils vont se plaindre de ne pas trouver de personnel soignant pour les hôpitaux. Troisième constat, et parce que la situation est grave, c'est la question des inégalités. Inégalités parce qu'aujourd'hui, un retraité sur 5 vit avec moins de 1 000 € par mois. Inégalité parce que les femmes sont les premières victimes. Et malgré les pensions de réversion, elles ont une pension de retraite entre 25 et 40% de moins que les hommes. Notre système de retraite aujourd'hui, il n'est pas parfait. Il reproduit des inégalités. Celles et ceux qui sont les premières victimes sur le marché de l'emploi de ces inégalités le payent à la retraite. C'est le cas des personnes en situation de handicap. C'est le cas des personnes qui subissent le racisme. C'est aussi le cas des personnes qui, en fonction de leur orientation de genre ou sexuelle, subissent les comportements homophobes, lesbophobes ou transphobes du patronat qui les empêchent également d'accéder correctement à l'emploi. La conséquence de reculer l'âge de départ à la retraite de 2 ans, ça va être donc augmenter encore ces inégalités, et particulièrement donc pour les femmes. Alors face à ça, effectivement, on pourrait être résigné parce que la situation est dure, parce que les attaques tombent de partout. Pour autant, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce qui s'est passé hier et de ce qui se passe depuis la rentrée. Il y a une mobilisation massive et inédite qui s'est mise en place partout en France, avec des grèves massives, plus de 2 millions de manifestants hier, et ça, vraiment, je pense qu'on peut sentir l'espoir qui peut naître dans de très nombreux secteurs. Et ça, en fait, ça ouvre totalement à d'autres perspectives. Oui, parce qu'en amplifiant et en durcissant ce mouvement, on peut inverser la vapeur.
En amplifiant et en durcissant le mouvement, on peut les faire reculer sur la retraite à 64 ans, on peut les faire reculer sur les 43 annuités. Et donc, dans ce cas-là, les perspectives seront bien plus radieuses. Parce que si on arrive à les faire reculer, ils ne pourront plus mener l'ensemble de leurs projets réactionnaires à terme. Que ce soit les projets anti-écologiques avec des constructions de méga-bassines partout, les lois liberticides qu'ils envisagent déjà avec les Jeux Olympiques, les lois anti-squat, la loi xénophobe de Darmanin et j'en passe. Oui, le fait de gagner remettrait totalement en cause la poursuite des destructions des services publics et ça leur enlèverait toute velléité de s'attaquer de nouveau à nos acquis sociaux. Oui, en gagnant sur les retraites, et c'est vraiment pas anodin au vu du contexte international avec des pouvoirs fascisants et réactionnaires qui accèdent au pouvoir, oui, si on réussit sur la question des retraites, ça mettra fin à des dizaines d'années de politique antisociale qui ont été menées par l'ensemble des bords politiques. Et ça a fait le terreau du Front National et de la montée de l'extrême droite qui se nourrit de la misère sociale. Donc face à ça, on a besoin de solidarité. On a besoin de solidarité, c'est ce qu'on voit dans nos luttes. Remettre la solidarité au cœur de nos luttes, c'est quelque chose qui va être un vrai enjeu du mouvement. Ce qu'on a appris avec ce mouvement, dans les assemblées générales, dans les moments de grève, par les différentes interventions des différents camarades partout, c'est qu'il y a des choses qu'on a compris et qu'on n'acceptera plus. La question de l'oppression des femmes ne peut plus durer. Le 8 mars arrive bientôt. On ne peut qu'espérer que ce soit l'occasion de faire une grande grève féministe sur la question des droits des femmes. Sur la question des salaires, on ne peut plus accepter les pensions et les salaires de misère. On ne peut plus accepter de trimer jusqu'à l'épuisement. On n'acceptera plus non plus qu'on nous fasse les poches pour soi-disant 10 milliards d'euros alors qu'ils viennent d'annoncer qu'ils en donnent 100 milliards à l'armée. Ce mouvement social, il est éminemment politique parce que Macron en a fait un combat idéologique. C'est bien l'ensemble des institutions qu'il faut remettre en cause. C'est bien un président qui n'a aucune légitimité pour faire cette réforme que l'on doit mettre à terre. Parce qu'on ne remet pas en cause l'ensemble du monde du travail comme ça. On ne peut pas l'accepter. Parce que les enjeux sont importants, parce que nous en avons les moyens. Et ça, je pense qu'il faut aussi qu'on s'en convainque, les camarades. On en a les moyens. On peut rendre cette lutte victorieuse. C'est ce que font par exemple les camarades de l'éducation qui ont décidé hier de se mettre en grève reconductible contre ce mouvement pour essayer de l'amplifier et d'aller avec leurs collègues pour aller chercher d'autres personnes et durcir la grève. Ces grandes mobilisations victorieuses, on en a connu, elles sont vectrices de progrès social et il faut vraiment avoir en tête qu'à chaque fois qu'ils ont fini par céder et accepter une avancée sociale, à chaque fois qu'ils ont dû revenir sur un recul social, ils disaient systématiquement la veille qu'ils ne céderaient rien. À chaque fois qu'ils affirment ça, moi j'ai plutôt l'impression qu'ils céderont bientôt. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête. La question du capital, elle est ici centrale. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais comme dans le slogan, on le répète de façon très régulière en manif, de l'argent, il y en a, et on sait où. Dans les caisses du patronat qui s'est gavé lors de la crise sanitaire, qui s'est gavé ces 40 dernières années en prenant une part de plus en plus importante des richesses qui sont produites dans ce pays. Ne plus accepter les contre-vérités lorsque l'on nous dit « oui, mais il y a un ratio entre actifs et retraités qui ne serait plus bon ». On est beaucoup plus productif qu'auparavant. On produit beaucoup plus de richesses, de l'argent, il y en a, et on peut le partager largement. Alors oui, nous on pense que ce n'est pas à Matignon, ce n'est pas à l'Élysée qu'on arrivera à renverser la vapeur, mais c'est dans la rue, c'est par la grève. Et je pense que si chacun d'entre nous, et je pense qu'il y a un vrai espoir dans ce mouvement, parce que si on a vraiment conscience qu'on peut gagner, on peut aller voir nos collègues, on peut aller voir sur nos lieux de vie, nos lieux d'études, l'ensemble des personnes qui sont mobilisables et qui ont envie de se mettre dans la bataille. Les 2 journées de grève et de manifestation la semaine prochaine, c'est un point d'appui, les grèves reconductibles encore plus. Et par rapport à ça, ce sera bien sûr, dans un premier temps, et de façon immédiate, le recul de ce projet. L'augmentation des salaires, plus 400 € pour l'ensemble des revenus, c'est quelque chose qui doit être urgent. La retraite à 60 ans, le retour aux 37,5 annuités, et non pas 43 annuités. Parce que 43 annuités, c'est la retraite pour les personnes qui auront des incapacités. On le sait autour de nous.
Donc, mes amis, mes camarades, on va vite se revoir dans la lutte et on va surtout gagner. Merci. Merci. Merci, Titouan. Et j'appelle maintenant au pupitre Arash Saïdi, conseiller régional des Pays de la Loire et coordinateur national de Génération. Merci Mathias. Chers camarades, je suis désolé, je vais commencer par vous assommer de chiffres. Ce matin, 1er février, vous allumez votre radio, vous entendez un quart. Un quart d'indemnisation en moins pour les chômeurs. Vous dites, c'est déjà pas mal. Ça enchaîne 4,5. 4,5% d'augmentation pour les tarifs des autoroutes, sans aucune justification, bien sûr. Ensuite, vous avez 15% de hausse des tarifs régulés de l'électricité. Là-dessus, vous entendez 14. Ah, c'est le taux d'imposition sur le revenu de M. Arnaud. Alors, c'est le taux d'imposition de gens qui gagnent à peu près 1000 fois moins que lui, 14%. Et puis là-dessus, vous entendez que les déménageurs, dont la pénibilité ne sera pas prise en compte, parce qu'ils seront équipés d'exosquelettes et de genoux en plastique, vont devoir travailler 2 ans de plus. Je vous dis tout ça parce que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas que celui des retraites. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. L'enjeu, il va au-delà. C'est un projet de société qu'on veut nous imposer et contre lequel nous devons nous battre. Et c'est pourquoi nous ne devons pas lâcher dans la rue sur la réforme des retraites, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Alors que ceux d'en face se le tiennent pour dit, nous étions unis hier, nous sommes unis aujourd'hui, nous resterons unis demain pour gagner. Cette unité, on a parfois pu, malheureusement, en manquer par le passé, elle nous a fait défaut. Mais aujourd'hui, elle est revenue, et c'est par exemple cette unité qui nous a permis dimanche d'avoir un député supplémentaire, pas très loin d'ici, et je vous demande de l'applaudir, René Pilato. Alors il y en a un autre, mais qui avait déjà été élu, qui a regagné, mais donc René Pilato, c'est un député de plus pour la NUPS à l'Assemblée depuis dimanche. Cette unité, c'est, je dirais, surtout une force pour toutes celles et tous ceux qui subissent de plein fouet la violence du monde de Macron et qui aspirent à des jours heureux. Cette unité, elle va venir amplifier l'unité syndicale historique que nous avons retrouvée depuis quelques semaines pour faire plier le gouvernement, parce que j'en suis certain, nous allons réussir à faire plier ce gouvernement, car nous avons l'écrasante majorité du pays avec nous. Alors, en ce moment, ils nous expliquent qu'on n'aime pas travailler. Pareil qu'on est des flemmards. Mais je vous le demande, qui refuse d'indexer les salaires de ceux qui travaillent dur chaque jour sur l'inflation pour préserver les dividendes des rentiers ? Qui se lève tôt tous les jours pour faire rouler les trains, pour enseigner, pour faire le ménage, soigner, construire, faire vivre notre société? Alors qui aime le travail, eux ou nous? Ils nous accusent aussi de mettre la pagaille. Mais c'est bien eux qui cassent l'école, l'hôpital, l'ensemble de nos services publics, l'assurance maladie, la justice. C'est eux qui imposent ce modèle de société fait de privatisation rampante, de coupes budgétaires et de mépris pour tous ceux qui sont précaires, qui ont eu parfois des accidents dans leur parcours de vie. Donc la pagaille, c'est eux. Mais on n'est pas dupes, leur méthode, c'est toujours la même. Ils vont diminuer le financement de tel ou tel service public, créer un déficit, dire que la caisse de retraite va exploser, désorganiser, opposer les uns aux autres, essayer de monter les plus précaires contre ceux qui ont un CDI, les salariés contre les fonctionnaires, les chômeurs contre les intérimaires. Et puis, au bout d'un moment, ils vont nous faire le refrain. On n'a pas le choix. Alors parfois, si on n'a pas le choix, il faut fermer votre entreprise parce que vous comprenez, elle ne fait plus assez de bénéfices. On n'a pas le choix, il faut privatiser. On n'a pas le choix, il faut travailler plus longtemps. Mais nous le savons, et l'ensemble du pays le sait, cette réforme, elle est injuste et injustifiée. On nous dit comme à chaque fois que c'est elle qui va sauver le système, mais en fait, on sait bien, personne n'y croit plus, que cette réforme, enfin, le système aujourd'hui déjà, il n'est pas en déficit, et cette réforme n'y changera rien puisqu'elle va créer des déficits ailleurs, parce que quand vous allez demander à quelqu'un qui est au chômage de travailler 2 ans de plus, en fait, il va passer 2 ans de plus au chômage ou au RSA. Pour l'immense majorité des travailleurs, en plus, ce seront 2 années où on va trimer, souffrir, et alors que cette retraite, ils l'ont méritée, on a travaillé parfois 40, 41, 42, c'est pas 43. Vous allez avoir une décote.
Donc ce combat que nous allons mener et que nous allons continuer à mener, c'est un combat de société. Parce que nous le savons, les solutions existent, même si le gouvernement ne veut jamais les envisager. Trouver des sources de financement pérennes pour notre système de retraite, j'y reviens pas, mais il y en a plein, on sait où est l'argent. On pourrait par exemple envisager, ne serait-ce qu'envisager, de lutter contre l'évasion fiscale. Enfin, eux, ils disent l'optimisation, parce que l'évasion, c'est pas sympa. 20, 40, 60, on ne sait plus. On pourrait arrêter de donner des cadeaux sans contrepartie aux entreprises, les mêmes qui ont distribué 10 fois plus de dividendes que ce qu'on pense être le déficit des caisses de retraite. Tout ça, on pourrait le faire. Pourquoi pas envisager une taxe robot sur les caisses automatiques pour financer les caisses de retraite ou, alors là, le crime de lèse-majesté, une toute petite taxe de 2% sur la fortune de 42 milliardaires, alors que nous sommes des millions en face. Donc nous allons continuer à manifester. Je veux remercier les milliers de syndicalistes qui défendent chaque jour les droits des travailleurs et toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés hier, qui vont se mobiliser la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans eux, il n'y a pas de démocratie sans démocratie sociale. Et notre unité, elle répond également à cette génération climat, parce qu'elle aussi, son modèle de vie, ce n'est pas produire plus, ce n'est pas travailler plus, ce n'est pas consommer plus, ce n'est pas polluer plus. Elle veut travailler mieux, respirer mieux, partager mieux. Elle veut vivre mieux, cette génération. C'est presque fini. Vous avez vu, quand il se rapproche, ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Là, je viens de gagner 1 minute. Notre combat, c'est celui d'un futur désirable, une société apaisée où le bien-être et la dignité de chacun comptent plus que la richesse de quelques-uns, une société de partage des richesses et du travail qui respecte la planète. Alors nous devons être à la hauteur. Quand je dis nous, c'est bien nous ici, les partis politiques, parce que nous devons être à la hauteur de vos attentes, parce que si nous ne le sommes pas, à l'affût, il y a l'extrême droite, et elle n'hésitera pas à venir prendre le pouvoir, et elle ne le rend jamais une fois qu'elle l'a pris. Donc soyons à la hauteur du défi, soyons unis pour défendre nos retraites, soyons solidaires pour porter les aspirations d'un avenir en commun, soyons déterminés à l'emporter demain dans la rue et après-demain dans les urnes, parce que, je vous le dis, cette unité, c'est la condition pour qu'on puisse gagner demain dans les urnes. Nous n'avons pas le droit de vous décevoir, alors ensemble, résistons et gagnons. Je vous remercie. Merci. L'avantage, c'est qu'en m'approchant, je peux vous voir et comme ça, je peux vous dire qu'on est près de 400 ce soir à Saint-Nazaire, ce qui est quand même le signal de la combativité et de la volonté de victoire. Alors maintenant, je vais appeler quelqu'un qui a fait trembler la Baule au printemps dernier. Franck Louvrier craignait que les chars soviétiques ne débarquent. S'il en avait gagné cette circonscription, ça viendra peut-être. En attendant, déjà, on l'a empêché de nous prendre quelques milliers d'euros sur la taxe sur les éoliennes, parce qu'il n'y a pas de raison que les communes de riches soient particulièrement avantagées quand les communes qui soutiennent les énergies renouvelables et qui accueillent des populations ouvrières, populaires, elles seraient pénalisées. Véronique Mahé, donc pour le Parti communiste français. Bonsoir à toutes et à tous. Malgré un rejet populaire très massif de leur projet de réforme des retraites, Emmanuel Macron et son gouvernement persistent à vouloir imposer une régression sociale violente pour le monde du travail, pour la jeunesse, pour les femmes et pour les catégories populaires. La mobilisation exceptionnelle du 19 janvier 2023, la mobilisation historique d'hier sont des signaux clairs de la détermination des salariés, des retraités et des jeunes à empêcher l'adoption de cette réforme. La retraite version Macron, c'est une réforme dure et injuste qui va s'attaquer tout d'abord aux plus précaires, à celles et ceux qui commencent à travailler tôt, aux peu diplômés et à ceux qui souvent sont dans des métiers pénibles. C'est elles et eux qui vont devoir travailler plus longtemps. C'est à l'ouvrier, celui des usines, à ceux qui travaillent dans le bâtiment, les agents d'entretien, c'est à toutes les femmes
qui travaillent dans les métiers du lien et du soin, les aides à domicile, les aides soignantes, ce sont à tout cela, ce sont à toutes celles-là qu'ils demandent de travailler 2 à 3 ans de plus. Eh bien, pour nous, c'est non. Pour nous, pour la gauche, notre engagement commun, c'est la retraite à 60 ans pour toutes et pour tous. D'autant plus que cette mesure n'est pas justifiée. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites indique clairement qu'il n'y a aucune urgence financière à réformer le système des retraites. En revanche, ces projections alertent déjà sur une baisse future du niveau de vie des retraités. La retraite à 65 ans, à 67 en Allemagne, en Pologne, dans les anciens pays baltes, se traduit aujourd'hui par 20 à 50% des retraités dont les ressources sont inférieures de 60% au revenu médian selon les pays. Cette réforme, elle ferait énormément de mal à la jeunesse. Demander à toutes et tous de travailler plus longtemps, augmenter le nombre des cotisations, c'est demander à celles et ceux qui sont aujourd'hui au travail de rester plus longtemps au travail. C'est libérer moins de postes dans les entreprises, c'est aggraver le taux de chômage des plus jeunes, et d'ailleurs, ils et elles l'ont bien compris en nous rejoignant dans les cortèges. Cette réforme, elle va aggraver les conditions de vie des seniors et retraités, notamment les femmes les plus précaires, ceux qui sont au chômage, celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'a pas encore été reconnue. Par ailleurs, elle aura des impacts lourds sur toute la société. Quid des nombreux jeunes à la recherche d'emploi, des parents qui avaient pour solution les grands-parents pour la garde des enfants, des associations et leurs bénéficiaires qui comptent sur de nombreux bénévoles retraités. Au-delà même du cas particulier des retraites, c'est la société dans sa profondeur qui est impactée. Ce projet de réforme, et je parle bien d'un projet, car nous allons tout faire pour qu'il reste dans les cartons, n'est qu'un élément du projet de société que met en place le gouvernement. D'un côté, une réforme du chômage qui s'attaque aux chômeurs et restreint leurs droits. En même temps, une réforme des lycées professionnels pour faire des jeunes employables et corvéables à merci. Et maintenant, augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est le travail, c'est la justice sociale qui sont en train de casser, c'est le capitalisme pur et dur. Ils nous disent « c'est difficile, pas assez d'actifs et de plus en plus de retraités. Alors travaillez plus, plus longtemps, travaillez dans n'importe quelles conditions pour produire n'importe quoi, n'importe comment, tant que votre travail, quand vous en avez un, peut gonfler quelques profits qui rempliront les poches d'actionnaires qui se moquent, comme de leur dernière chemise, du financement de l'avenir de notre protection sociale et de son rôle dans notre société. Jamais les questions essentielles ne sont posées, parce qu'il faut toujours épargner le capital contre le travail. Oui, le capital, celui qui est protégé, cajolé, alors qu'il serait plus utile de faire contribuer les revenus financiers des entreprises, ce qui pourrait rapporter 30 milliards d'euros, mais aussi ces immenses fortunes qui n'ont cessé d'enfler depuis la crise sanitaire. Il suffirait de taxer à 2% les fortunes des 42 milliardaires français, ces profiteurs de crise, pour aller chercher les 12 milliards d'euros que le gouvernement présente comme un déficit insupportable pour notre pays. Il y a de plus en plus de richesses, mais ces richesses, c'est nous qui les produisons. C'est à nous de décider ce que nous voulons en faire. Nous, ce que nous voulons, c'est une réforme de progrès qui répare les injustices, qui fait vivre l'égalité entre tous les citoyens et citoyennes. Les régimes de retraite spéciaux sont pionniers, alors inspirons-nous-en pour améliorer le régime général et harmoniser par le haut au lieu de vouloir les détruire à n'importe quel prix. Nous, notre projet, c'est le progrès social, c'est l'être humain, c'est le travail, et c'est celui que nous défendons tous ensemble. Nous voulons une réforme des retraites pour améliorer les pensions, pour réparer l'insupportable inégalité entre les femmes et les hommes, qui fait que les femmes ont encore aujourd'hui 40% de moins sur leur pension, ce qui est inacceptable à notre époque. Ce soir, nous sommes mobilisés, rassemblés, unis, parce que la gauche et les écologistes doivent faire front face à l'union de ce gouvernement avec la droite et le grand patronat, qui trouvent toujours les meilleurs compromis quand il s'agit de s'attaquer aux droits des salariés. Mobilisés, rassemblés, unis, pour incarner une vraie perspective de progrès, alors que le Rassemblement national va encore tenter de profiter de la colère sociale pour se présenter comme un opposant à cette réforme.
alors même que le programme de Le Pen en 2022 s'inspirait pleinement de ces principes, avec l'allongement de la durée de cotisation et, pire, la suppression de la prise en compte de la pénibilité. Mobilisés, rassemblés, unis, parce qu'ensemble, nous voulons consolider l'unité syndicale, qui va être déterminante pour que des millions de salariés rentrent dans la lutte avec détermination et confiance. Oui, nous voulons une grande victoire sociale pour les travailleurs et nous voulons une grande victoire politique du monde du travail, de la jeunesse, pour ouvrir sans attendre des échéances électorales une véritable perspective de progrès dans le pays. Le communiste Ambroise Croizat nous a montré le chemin en affirmant « Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin, nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Oui, une vie de bonheur après une vie de labeur. » Il disait aussi, ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Il ne désarme pas, eh bien nous non plus. Alors vive la lutte, vive la grève. Je pense aux dizaines de milliers de salariés qui se sont emparés de la grève, qui ont pris la rue les 19 et 31 janvier. Le peuple travailleur est prêt à en découdre et nous n'avons pas d'autre choix face à l'autoritarisme libéral d'un gouvernement aux abois, condamné à aller chercher le radicalisé de droite Ciotti dans l'espoir de trouver une majorité commune. Je pense à mon amie Delphine, ouvrière, qui fait chaque jour 13 km sur sa chaîne de montage. Ils veulent la faire travailler jusqu'à 65 ans. Nous voulons qu'elle profite de sa famille après une vie à produire. Alors merci à elle, à eux, à chacune, à chacun, toutes ces situations de vie au travail rencontrées dans nos rues ces derniers jours. Alors merci aux salariés de l'énergie. Les grévistes étaient majoritaires le 19 janvier dans toutes les entreprises de l'énergie. Bravo à elles, à eux, bravo à Mathieu, je crois qu'il est parmi nous ce soir. Merci aux travailleurs portuaires qui étaient en grève jeudi dernier. Ils ont toujours été au rendez-vous des solidarités. Hier à Saint-Nazaire, en refusant de décharger les bateaux venant de l'Afrique du Sud de l'apartheid ou en refusant de charger les bateaux d'armes pour l'Arabie saoudite. Bravo à elles et à eux. Alors merci à toutes. Merci à toutes et tous ces syndicalistes qui, d'une grande journée de mobilisation à l'autre, organisent l'action et débattent de la réforme avec les travailleurs et les travailleuses. Je ne peux pas citer toutes les catégories professionnelles, mais juste leur dire que les communistes seront toujours à leur côté lorsqu'ils s'assemblent et s'organisent sur leur lieu de travail pour contester l'hégémonie du capital. Leur dire qu'ensemble, nous pouvons gagner, leur dire ensemble que nous allons gagner. Quand une idée s'empare des masses, elle devient une puissante force matérielle, anticipait Marx. Aujourd'hui, la force est nôtre, et comme on dit chez nous, hasta la victoria siempre. Merci Véronique. Elle est députée de ce même département, la Loire-Atlantique, députée Europe Écologie Les Verts, dans le sud de Nantes, une voisine et une camarade avec laquelle nous bataillons notamment sur les questions d'énergie face au super profit des multinationales qui n'ont de respect ni pour les droits sociaux ni pour l'environnement, évidemment. Julie Laernos. Merci Mathias. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce soir pour ce meeting sur les retraites. C'est un long mouvement de meeting qui nous ramène partout en France et je suis particulièrement heureuse d'être ici avec Mathias à Saint-Nazaire. Nous étions au moins 18 000 dans les rues de Saint-Nazaire hier, on oublie les jours, 5 000 à Châteaubriand, 6 000 à Nantes. Nous étions plus de 2 millions de manifestants au niveau national avec des cortèges importants dans toutes les villes de France. Cette mobilisation d'une ampleur historique, oui, d'une ampleur historique, dans cette période morose, le gouvernement Macron-Borne tablait sur notre lassitude, sur le sentiment d'abattement. Il espérait que les salariés ne voudraient pas perdre un précieux jour de salaire, qu'ils ne se battraient pas pour leurs acquis sociaux, pour leurs droits, pour leur retraite. Les salariés de France lui ont répondu avec clarté. Cette mobilisation d'aujourd'hui doit nous rappeler les grandes dates de nos luttes sociales, comme 2006 par exemple.
Nous nous sommes alors battus contre le sinistre contrat première embauche, qui visait à priver tous les jeunes de leurs droits, qui voulait sacrifier une génération. Nous étions alors aussi nombreux dans les rues, dans tout le pays, et évidemment également à Saint-Nazaire. Et nous n'avons pas lâché. Nous avons lutté pendant plusieurs semaines, et malgré un 49-3 au Parlement, déjà, nous avons fait plier le gouvernement, et nous avons gagné. Aujourd'hui encore, nous refusons qu'on sacrifie une génération et les suivantes, et aujourd'hui encore, nous allons gagner. Si nous nous battons, si vous vous battez contre cette réforme profondément injuste, c'est bien parce qu'elle est particulièrement sévère et brutale. Brutale par son injustice, parce qu'elle pèsera davantage sur celles et ceux qui travaillent déjà le plus pour des salaires de misère, sur celles et ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, plus dur à travailler et qui devront travailler plus que les autres, sur celles et ceux qui subissent déjà les carrières les plus fragmentées, et notamment les femmes. Une réforme brutale aussi par son absurdité, quand on voit les 2 poids 2 mesures du gouvernement. Ce gouvernement qui est de plus en plus complaisant face aux actionnaires et aux multimillionnaires, face à ceux qui profitent honteusement des différentes crises que nous traversons, la Covid, l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte-là qu'on vient aujourd'hui de demander de travailler plus longtemps à celles et ceux qui tiennent à bout de bras nos hôpitaux, nos écoles, nos supermarchés. C'est insupportable et nous ne laisserons pas faire. Alors que 150 milliards d'euros d'aides publiques et de cadeaux fiscaux sont offerts chaque année aux multinationales, on ne pourrait plus trouver 10 milliards pour les retraites? Comme l'a récemment démontré le rapport Oxfam France, les ultra-riches continuent de voir leurs revenus s'envoler alors que l'immense partie des Françaises et des Français subissent de plein fouet l'inflation avec la hausse des prix et la crise énergétique. Là aussi, nous ne laisserons pas faire. C'est le sens de notre demande que nous portons à travers l'ISF climatique ou encore la taxe sur les superprofits. Nous sommes face à une brutalité sans commune mesure. Quand tous les syndicats sont unis, quand plus de 2 millions de Français de tout horizon descendent dans la rue, quand les générations se rassemblent, quand 8 Français sur 10 disent être opposés à cette réforme, quand 9 salariés sur 10 disent être opposés à cette réforme, le gouvernement continue avec suffisance et brutalité, dans les mots comme dans les attitudes, de refuser d'entendre. Madame Borne persiste et signe qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Cette surdité à l'opinion populaire, c'est la brutalité envers le peuple. Dénonçons enfin la brutalité institutionnelle, quand le gouvernement brandit tous les subterfuges possibles pour cornaquer le débat parlementaire. On connaît bien la méthode désormais. On agite des 49-3, on agite la dissolution, on agite la peur du Rassemblement national, tout ça pour faire tenter de passer une réforme injuste et une réforme de principe injuste. Car oui, cette réforme est injuste, mais c'est aussi un enfumage, une valse de mensonges. Le gouvernement ment ouvertement. Il vide de leur sens les mots dans le seul but de faire tenter de passer une réforme qui n'est pas celle des retraites, mais celle de la réduction de nos finances publiques. Il dit « le déficit des retraites va être intenable ». Vous comme moi, vous le savez, c'est totalement faux. Il dit « il faut sauver l'équilibre de nos retraites ». Faux et archi-faux. Il n'est pas en danger. C'est le corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui lui dit lui-même. Il dit « la réforme des retraites permettra de faire 18 milliards d'économies ». Là aussi, nous le savons, ce sont des calculs fallacieux, car cette réforme augmentera d'autant les dépenses de l'assurance chômage et des prestations et des protections sociales. L'enfumage, il est partout dans le discours du gouvernement. La tentative d'enfumage que je préfère, si on peut dire avoir une préférence, est l'affirmation suivante. Soit dit en passant, même les ministres ont de plus en plus de mal à l'affirmer. Cette réforme va protéger les femmes. Mais de qui le gouvernement se moque-t-il? Le report légal de l'âge à la retraite va pénaliser toutes les femmes, et notamment les plus précaires. Pourquoi? Car les femmes sont les plus touchées par les carrières incomplètes. Pour rappel, 80% des temps partiels sont occupés par des femmes. Le taux de pauvreté des femmes retraitées est plus élevé que celui des hommes, et cet écart se creuse depuis 2012. Cette réforme ne prévoit en rien d'améliorer la situation.
C'est même l'inverse. La Confédération paysanne en donne un exemple évident. Les paysannes, qui ont souvent des carrières incomplètes, ont souvent travaillé avec des sous-statuts, voire sans être déclarées. Elles seront doublement pénalisées par cette réforme. Madame Borne affirme que ce projet porte des progrès concrets pour les femmes. Mensonge. Ces arguments ne tiennent pas la route. Elle a fait un argument du maintien à 67 ans de l'âge d'annulation des décotes. Encore heureux. La décote, soit le taux qui s'applique aux retraités qui n'ont pas cotisé le nombre de trimestres requis, est particulièrement injuste pour les femmes. Même Jean-Paul Delevoye, ex-haut-commissaire aux retraites, a reconnu que la décote constituait une double pénalisation pour les salariés aux carrières incomplètes, en particulier les femmes. Ainsi, une femme sur 5, 2 fois plus que les hommes, attend l'annulation automatique de la décote à 67 ans pour pouvoir partir à la retraite. Le gouvernement nous vend un projet de justice qui protège de l'usure professionnelle. N'est-ce pas sa majorité qui a supprimé en 2017 les critères de pénibilité ? À présent, on s'attaque même au vocabulaire. Fini la pénibilité, bonjour l'usure. J'aimerais attirer votre attention aussi sur une question peu évoquée. Quid de la pénibilité des métiers majoritairement occupés par des femmes ? Aides-soignantes, assistantes maternelles, infirmières, femmes de ménage, caissières. La plupart des critères de pénibilité sont pensés pour des métiers majoritairement masculins. Mais être aide-soignante, n'est-ce pas porter quotidiennement des corps, faire des gestes répétitifs, parfois pénibles, sans oublier la charge émotionnelle que constitue le fait de s'occuper d'une personne qui souffre et qu'on accompagne parfois jusqu'à la mort. Être infirmière, aujourd'hui en France, c'est avoir une espérance de vie inférieure aux autres. Être assistante maternelle, c'est être exposée quotidiennement à du bruit, à du stress, comparable à ceux auxquels sont exposés les travailleurs dans le secteur industriel. Et puis, rappelons-le en passant, si les femmes étaient payées comme les hommes dans ce pays, les cotisations sociales augmenteraient de plusieurs milliards d'euros. On réglerait bien des problèmes. La réalité est que cette réforme est un choix politique, un choix de s'enfoncer dans une poursuite mortifère de la croissance du PIB, qui est en train de détruire nos conditions d'existence. Pour le productivisme, il faut toujours travailler plus pour vivre moins. L'idéologie sous-jacente du report de l'âge légal de la retraite est celle du toujours plus, du productivisme, du consumérisme, avec la perspective d'une exploitation infinie de la nature, comme des humains, jusqu'au seuil de la tombe. Toujours plus de travail, avec toujours moins de temps pour vivre, tout simplement. C'est bien dans ce sens que toutes les organisations environnementales se sont jointes directement à notre combat. Climat et retraite, même combat. Les réformes récentes ont déjà abouti à réduire le temps de vie à la retraite. Cette réforme le rogne encore davantage, alors que l'espérance de vie stagne, voire diminue en France. Contrairement à ce que dit le gouvernement, non seulement nous ne vivons pas plus longtemps, mais nous vivons également en moins bonne santé. Le débat sur les retraites qui est mené aujourd'hui se tient sans prendre en compte cette réalité. Les impacts environnementaux sur notre santé sont réels et structurels. Pour rappel, cet été, la canicule a emporté près de 11 000 vies. Ce dont notre société a besoin, c'est une vraie réflexion sur le travail. Des centaines d'études démontrent que diminuer le temps de travail serait beaucoup plus bénéfique à la réduction des émissions que n'importe quelle autre mesure. Faire travailler tout le monde plus longtemps va mécaniquement accroître la pression sur nos ressources naturelles. Mais cette réforme est également une attaque en règle contre le secteur associatif non marchand, lui qui assume des pans entiers de missions de service public totalement délaissés par l'État. Car oui, plus d'un retraité sur 3 est bénévole. 50% de nos responsables associatifs sont retraités. Nos retraités ne sont pas un fardeau pour la France, mais bien au contraire, une chance inouïe. Fragiliser notre système de retraite, faire en sorte que nos retraites soient moins élevées,
qu'on ne puisse plus y avoir recours, c'est aussi favoriser la retraite par capitalisation. Là aussi, nous voyons bien que les sociétés comme BlackRock, qui déjà capitalisent 4 500 milliards d'euros, sont celles et ceux qui investissent majoritairement en Afrique dans les énergies fossiles. Là aussi, c'est un pan climaticide de cette réforme des retraites. Pour finir, je tiens à souligner à quel point notre lutte est dans le sens de l'histoire. L'histoire de la protection sociale est en effet celle des communautés qui se sont prises en main, organisées et autogérées pour permettre à leurs membres de s'offrir mutuellement entraide et sécurité. Au cours des 30 Glorieuses et pendant toutes ces années où les richesses grandissaient et où la croissance semblait infinie, on a pu oublier le sens profond de la protection sociale. Il ruisselait assez de confort pour que les plus aisés acceptent que les travailleurs en bénéficient un petit peu. Mais désormais, face à la crise, ils voudraient nous en priver. Ils veulent augmenter les cotisations mais baisser les pensions. Nous ne nous laisserons pas faire et nous ferons respecter le sens de la protection sociale de notre pays, celui de l'entraide entre tous, en particulier au bénéfice des plus fragiles. Nous combattons cette réforme des retraites pour tout ce qu'elle est, extrêmement injuste, extrêmement dangereuse pour notre pacte social et parfaitement ignorante de nos vies et de nos réalités. Il nous faut absolument gagner cette bataille, se battre ensemble dans la rue, dans l'hémicycle, mais également aller plus loin. Profitons de ce combat pour prolonger cette énergie collective, pour élargir le mouvement social, dans la joie et dans l'espoir, pour faire décroître les inégalités, pour dessiner une société nouvelle du partage, avec un vrai débat concret sur la place du travail. Car nous le savons, nous le ressentons dans notre chair, cette réforme n'est tout simplement pas tenable et nous ferons tout pour la faire tomber. Et nous réussirons. Notre détermination, votre détermination est totale. Et je sais que nous pouvons compter sur vous et vous pouvez compter sur nous à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci Julie. Effectivement, la bataille à l'Assemblée, elle a commencé cette semaine par l'examen dans différentes commissions, avant qu'elle vienne à partir de lundi dans l'hémicycle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le gouvernement, ça commence très mal. La commission de la Défense, qui était saisie pour donner un avis sur la réforme des retraites appliquées aux militaires, a donné un avis défavorable. Les macronistes ont été battus, notamment grâce à la NUPES. La commission des affaires sociales, qui est celle qui devait examiner le texte dans son intégralité, a été obligée d'arrêter ses travaux avant d'arriver à l'article 7 sur l'âge de 64 ans, parce que les macronistes étaient incapables d'organiser la discussion dans de bonnes conditions devant l'opposition cohérente, constante, groupée des forces de la NUP pour défendre toutes ces questions. Et vous avez même vu des macronistes qui, sur l'index senior, soi-disant la magnifique avancée qui serait promise, que les grandes entreprises de 300 salariés seraient obligées de dire combien de seniors elles ont et ce qu'elles ont prévu d'en faire, mais ça s'arrêterait là. Eh bien, même des macronistes ont proposé que quand même on aille un peu au-delà, parce que ça faisait vraiment pas cher. Donc, la discussion s'est arrêtée avant qu'ils aillent jusqu'à l'article 7, si bien que la commission n'a pas rendu d'avis. Et donc, le débat qui commence lundi à l'Assemblée sur le texte dans l'hémicycle, nous le mènerons frontalement, nous le mènerons tous ensemble dans la NUP. Et je vous demande d'accueillir Philippe Brun, député PS de l'Eure, qui, au passage, nous offrira une petite respiration la semaine prochaine, puisque jeudi, c'est la journée où le Parti socialiste a la maîtrise de l'ordre du jour et Philippe présente une proposition de loi pour empêcher le démantèlement d'EDF, qui a été adoptée, elle, en commission aujourd'hui et qui sera discutée la semaine prochaine. Merci Mathias. Mesdames, Messieurs, mes chers camarades, chers amis, et j'ose dire, chers fainéants. Quel plaisir de vous voir ici nombreux, aussi nombreux ici à Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, ville dans laquelle le mot socialiste n'est pas un vain mot. Ville dans laquelle les idéaux d'humanité et de fraternité se pénètrent. Ville dans laquelle, depuis de nombreuses années, le mouvement ouvrier, le socialisme municipal et aujourd'hui la grande union de la gauche, avec son député Mathias Tavel, ont apporté le meilleur de ce que la gauche a apporté au pays et aux conquêtes sociales. Heureux d'être ici accompagné de mes camarades insoumis, communistes, écologistes. Et je le dis moi-même en tant que socialiste, heureux qu'après tant d'années où les partis de gauche se sont combattus les uns et les autres, offrant à nos adversaires d'innombrables victoires, nous ayons réussi à trouver en mai 2022 le chemin de l'union qui n'est qu'un début vers d'autres victoires. Heureux aussi d'être ici dans ta circonscription, cher Mathias. Vous avez de la chance de bien connaître votre député. Pour ma part, je le connais depuis plus de 10 ans. Nous avons usé ensemble les bancs de la même université et je peux vous dire la chance que vous avez d'avoir un parlementaire de ce calibre à l'Assemblée nationale. Depuis 6 mois, Mathias Tavel a été l'une de ces voix qui comptent à l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires économiques, pour défendre le service public de l'énergie, pour lutter contre cette invraisemblable hausse des prix de l'électricité qui ne résulte pas vraiment de raisons géopolitiques, pas vraiment non plus de raisons industrielles, mais avant tout de mécanismes spéculatifs qu'il faut combattre, d'un marché européen de l'électricité insensé qu'il faut urgemment réformer. Heureux d'être avec vous ici dans une période où nous avons besoin d'être nombreux et besoin d'être rassemblés. Cette réforme des retraites, cela a été dit par les collègues qui sont passés, cela a été dit aussi par les personnes qui ont témoigné les premiers, elle est profondément injuste. Il y a les témoignages bruts, et je me permets aussi de vous donner quelques chiffres. D'abord sur l'iniquité de reporter de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite. Chacun a bien compris aujourd'hui que ce report, il ne touche pas les cadres supérieurs qui ont commencé leur carrière à 25 ans. Ils partent déjà après 65 ans. Et que ce report consiste donc à financer le soi-disant déficit de notre régime de retraite en faisant travailler plus longtemps ceux qui ont commencé déjà à travailler le plus tôt. Et qui sont-ils? Ils sont caristes, préparateurs de commandes, caissières, aides-soignantes, aides à domicile, assistantes maternelles. Ils sont ceux qui sont le plus exposés aux facteurs de pénibilité. Ils sont ceux qui ont l'espérance de vie la plus faible. Il y a aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers camarades, 13 ans de différence d'espérance de vie entre les 10% des Français les plus pauvres et les 10% des Français les plus riches. Il y a aujourd'hui dans notre pays une différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre de 8 ans pour un homme. Il y a aujourd'hui dans notre pays des inégalités telles que le chômage des seniors frappe en priorité ceux qui travaillent le plus dur. Les ouvriers non qualifiés à 60 ans sont au chômage pour 17% d'entre eux, quand les cadres, eux, ne le sont qu'à 3,5%. Et les employés, eux, sont à 12% au chômage aujourd'hui à 60 ans. Cette réforme donc, qui vise à faire travailler plus longtemps ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, elle vise en vérité à prendre des années de vie à ceux qui ont gagné leur vie à la perdre. Perdre sa vie à la gagner, c'est en effet le programme de ce gouvernement. Il faut rappeler qu'au-delà de ces inégalités de vie et face à la mort, que les facteurs de pénibilité aujourd'hui ne sont pas pris en compte. Vous le savez sans doute, le président de la République, lorsqu'il est élu en 2017, a décidé de supprimer 4 des critères de pénibilité qui permettaient, la réforme était d'ailleurs imparfaite, de prendre en compte les difficultés, la pénibilité des travaux que l'on pouvait effectuer.
Ces 4 critères, ce sont justement les plus importants. Le port de charges lourdes, l'exposition au bruit, la manutention, l'exposition aux vibrations, les métiers finalement dont je parlais, les caristes, les préparateurs de commandes, les chauffeurs routiers, les caissières, tous ces métiers-là aujourd'hui n'ont plus de prise en compte de la pénibilité. Rendez-vous compte, seulement 0,5% des Français correspondent aujourd'hui aux critères de pénibilité et peuvent en bénéficier pour leur retraite. Comment juger de l'efficacité de ce système alors que 50% des Français sont exposés aux facteurs de pénibilité tels qu'ils avaient été définis? Il est donc urgent de revenir sur ce décalage de 62 à 64 ans, car cette réforme est injuste et les Français l'ont bien compris. Mais elle est également inefficace. Vous entendez l'ancienne sur les plateaux de télévision. Il y aurait d'un côté ceux qui ont une attention particulière à la bonne gestion des dépenses publiques, ceux qui essaient de faire oublier que durant le dernier quinquennat, ils ont augmenté la dette publique de 1 000 milliards, et ceux qui oublient également de vous dire que la réforme, telle qu'elle est présentée à l'Assemblée nationale, va coûter davantage d'argent qu'elle n'en rapporte. Cela vous étonne peut-être. Cela n'est pas une estimation qui a été faite par la CGT, ni par la France insoumise. C'est une estimation qui nous a été présentée en commission des finances la semaine dernière par un haut personnage de l'État, Pierre Moscovici. Premier président de la Cour des comptes, président du Haut Conseil aux finances publiques. Et le Haut Conseil est saisi chaque année sur les lois de financement de la sécurité sociale. Et voilà le rapport que nous a présenté Pierre Moscovici. Il nous explique que dès cette année 2023, l'application de la réforme des retraites occasionnera un surcoût de 200 millions d'euros. Et probablement l'année prochaine de 400 millions d'euros. Moi, je n'ai pas compris. On m'avait dit qu'il y avait 12 milliards de déficit et qu'il était urgent de faire une réforme et que celle qui nous est présentée allait occasionner un nouveau déficit. La réponse est la suivante. Si l'on regarde l'équilibre général de nos régimes sociaux, si on regarde l'équilibre général de toutes nos administrations publiques, la faculté que l'on décide de faire travailler davantage ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt et donc ceux qui sont, je le disais en introduction, déjà le plus au chômage, eh bien augmente d'autant la durée d'indemnisation du chômage pour ceux qui doivent travailler 2 années de plus. Et donc cette réforme, loin de régler les problèmes de financement, occasionnera davantage de déficits. Nous avons des champions du monde à la tête de ce gouvernement. Nous avons des gens qui ont réussi l'exploit de conjuguer l'injustice sociale et l'inefficacité financière et économique. C'est la raison pour laquelle nous devons la combattre de toutes nos forces. Alors bien sûr, mes camarades l'ont rappelé avant moi, la mobilisation exceptionnelle. Rendez-vous compte, nous sommes, mesdames, messieurs, chers camarades, nous sommes le plus grand mouvement social qu'ait connu la France au XXIe siècle. La mobilisation sociale doit s'amplifier. Nous étions très nombreux ce mardi et nous devons continuer à l'être. Je vous parle de mon département, le département de l'Eure, situé en région Normandie. Un département qui n'a pas une histoire tout à fait, disons, avancée avec la gauche. On n'est pas à Saint-Nazaire. Dans mon département de l'Eure, d'habitude, à Évreux, au 1er mai, on a environ 150. Eh bien, mardi matin, nous étions 12 000, selon la police. « 12 000 selon la police et dans les cortèges, des gens qu'on n'avait jamais vus avant. Et vous en avez probablement vu aussi à Saint-Nazaire. Des artisans, des commerçants, des gens qui n'ont jamais été membres d'un syndicat de leur vie, des gens qui ne sont pas salariés, des gens qui nous disent « je rêve d'une autre société, je ne veux pas que l'on mette le dernier clou sur le cercueil de mes acquis sociaux. » Dans ma circonscription, où il y a plus de 80 communes, je fais des cérémonies des vœux dans les villages. Là aussi, des villages qui ont voté souvent entre 70 et 80% pour le Rassemblement national à la présidentielle. Et dans les têtes grises qui sont devant moi, moyenne d'âge environ 75 ans,
lorsque je parle de la réforme des retraites, je suis souvent très applaudi. Et en descendant, en prenant un bout de galette, alors pas trop parce que j'ai tendance à grossir, il paraît qu'un parlementaire prend 5 kilos en plus par an chaque année. En prenant un bout de galette, les personnes viennent vers moi et me disent « Mais monsieur le député, continuez à vous battre, continuez le combat. Nous avons eu la chance de connaître un système dans lequel nous pouvions bénéficier de quelques années de retraite. Système dans lequel, malgré notre travail difficile, nous avons pu consacrer quelques années de vie à un engagement associatif, à un engagement municipal, à nous occuper de nos petits-enfants. Quelques années dans lesquelles nous avons eu la sécurité financière, la sécurité sociale, la sécurité d'un système que l'on savait financer. Continuer le combat. Je ne veux pas que mes enfants, eux, se retrouvent dans une situation où ils ne pourraient pas prendre la retraite comme moi, je l'ai eu. Je ne voudrais pas que mes petits-enfants soient demain élevés dans une perspective où ils ne pourraient finalement jamais travailler et se retrouver dans une situation de travail sans fin. Albert Camus disait, il le disait bien, que le travail infini, le travail inutile, le travail pénible est la pire des punitions. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le mouvement que nous sommes en train de créer tous ensemble, la conscience profonde dans les profondeurs du pays, de celles et ceux qui n'étaient pas habitués à la gauche, de celles et ceux qui ne croyaient plus en rien et se mobilisent, est pour nous évidemment un motif d'espoir. Cet espoir, nous ne devons pas le décevoir. Et dans mon département, nous continuons la mobilisation à des endroits où nous n'avions pas l'habitude d'aller. Dans les supermarchés, à la sortie des écoles, sur les ronds-points, dans un département où les gilets jaunes étaient très importants. Et je crois que c'est ainsi qu'après les 75% de soutien que nous avons obtenu dans les sondages dernièrement, nous arriverons demain à 80, à 90 et je l'espère au retrait de cette réforme. Cette mobilisation sociale, elle doit s'accompagner de la mobilisation politique. Vous le savez, nous sommes à l'Assemblée nationale, évidemment, extrêmement concentrés. Nous avons examiné d'abord le texte en commission des finances la semaine dernière, où j'étais, je ne sais pas pourquoi, le seul socialiste présent. Les autres étaient au congrès de Marseille. Eh bien, je peux vous dire que j'ai vu que ça tanguait dans la Macronie. Il y avait en face de moi 4 députés LR, un pour la réforme, un qui s'abstenait, 2 qui étaient contre. Et je peux vous dire qu'à ce rythme, il est certain que d'ici le vote final dans l'hémicycle, nous trouvions une situation où il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte. Alors de son combat, il faut dire que nous sommes aidés. Mathias le rappelait tout à l'heure. Nous sommes aidés par ceux qui parlent en face de nous. Une collègue macroniste, députée des Hauts-de-Seine. Je crois que c'est la circonscription de Neuilly. Qui nous a dit, elle était en face de moi. Mais les AESH, moi je les connais les AESH. Je les connais bien. Les AESH, elles font cela par choix. Elles veulent leurs vacances. Elles veulent leur mercredi. Après, il faut qu'elles assument. Il faut qu'elles assument, c'était le mot de cette dame. Nous avons des belles personnes, des importants, qui viennent nous expliquer qu'ils connaissent mieux le travail que nous, qui viennent dire à nos députés, dont certains sont d'anciens ouvriers, qui viennent me dire à moi, dont mon père n'a pas le bac et qui était agent EDF, qui viennent nous dire qu'eux connaissent mieux le monde du travail que nous le connaissons. Et puis il y a M. Dussopt. Un ancien socialiste. Il est vrai que nous avons beaucoup d'anciens qui ne nous rendent pas toujours fiers. Ce monsieur Dussopt, ministre du Travail,
Il a un titre très long. Du travail, de l'emploi précaire et du retournement de veste. Ce dernier a décidé de finalement être celui qui porte le combat pour le gouvernement dans l'hémicycle. Il a le mérite de la constance. Il était défavorable à la réforme en 2010, quand il fallait passer à 62 ans. Il n'est toujours pas d'accord avec la retraite à 62 ans. Plus sérieusement, mes chers camarades, mes chers amis, vous devez évidemment continuer le combat. Et vous pourrez compter sur notre détermination. Il y a à l'Assemblée nationale des femmes et des hommes nouveaux qui ont été amenés par la force de votre suffrage. Il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi des moins jeunes qui étaient là avant nous et qui ont porté le combat. C'est une force énorme d'avoir 150 députés de gauche à l'Assemblée nationale lorsque nous en avions moins de 100 il y a 5 ans. C'est une force énorme, mais nous ne sommes rien sans vous. Le mouvement, c'est derrière vous que nous le faisons. Et c'est fort de votre soutien, fort de votre mobilisation, fort de votre détermination que nous irons au bout, et j'en suis grâce à vous convaincu, vers la victoire. Merci. Merci Philippe. Quand il m'a vu s'approcher, il a dit il a dû se dire qu'il avait l'occasion de se venger, parce que quand on était étudiant, il organisait des débats. Et moi, je représentais à l'époque le Front de gauche. Et je crois que plus d'une fois, il a dû me demander d'être court. Et je n'ai pas tout à fait suivi les conseils de celui qui se prenait pour un journaliste à l'époque. Et donc, je crois qu'il a eu l'occasion de se venger là, à l'instant. Mais ça valait la peine de l'entendre finir, non ? Merci Philippe. Maintenant, je vais laisser la parole à une amie, une camarade, ma présidente Mathilde Panot. Et avant de lui laisser la parole, je veux vous donner une bonne nouvelle. Cet après-midi, le Sénat, à l'initiative d'un groupe de gauche, je crois le groupe socialiste, examinait la proposition de loi que Mathilde avait déposée au nom de toute la NUPES pour inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Le Sénat a adopté un texte, ce n'est pas exactement le même que l'Assemblée, donc la discussion va se poursuivre pour régler la rédaction. Mais le principe est là, le principe est acquis, la victoire est là, et grâce à la NUPES, le droit à l'avortement poursuit sa route vers son inscription dans notre Constitution. C'est à ça aussi que servent les parlementaires de la NUPES, et notamment Mathilde. Merci Mathilde, merci d'être là et de ton amitié. Merci beaucoup Mathias. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Et je voudrais vous remercier d'abord pour celles et ceux qui habitent sur la circonscription de Mathias Tavel, de nous avoir envoyé à l'Assemblée nationale Mathias Tavel, qui est d'abord celui qui, je crois, à l'Assemblée nationale fait les meilleurs punchlines contre la Macronie, et puis qui est aussi un travailleur acharné pour l'intérêt général. Merci à vous d'avoir éliminé une députée pour la retraite à 64 ans pour nous envoyer un député pour la retraite à 60 ans. C'est un immense plaisir d'être là ce soir, y compris parce qu'on regarde les chiffres de mobilisation. Alors, je regardais 18 000 personnes à Saint-Nazaire hier, 65 000 personnes à Nantes, pratiquement 100 000 personnes pour toute la Loire-Atlantique, contre 77 500 le 19 janvier, donc une grande progression. Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde les chiffres partout ? Parce que, figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, puisque nous sommes en train de discuter de la réforme des retraites, à chaque fois, nous disons aux députés macronistes, aux députés LR qui sont en face de nous, nous les félicitons. Par exemple, celle qui rapporte le texte, elle vient de Saint-Privé-Saint-Mémin, à côté d'Orléans, dans le Loiret. Et donc, nous félicitons celle qui porte le texte à l'Assemblée d'avoir eu 30 000 manifestants dans sa circonscription, ce qui leur donne une petite idée de la pression populaire qu'ils ont sur eux. Et je crois qu'avec 2,8 millions de manifestants dans le pays hier, la date du 31 janvier 2023 rentre dans l'histoire sociale de notre pays de manière absolument magnifique.
Alors, pour vous donner un peu de force pour le combat qui continue, comme nous revenons tout juste de l'Assemblée, je voulais vous donner un petit état des lieux de la Macronie. Et cette Macronie, elle est aujourd'hui en débâcle. Quand vous les croisez dans les couloirs ou que ce soit dans les commissions où nous discutons, ils ont tous des cernes jusqu'à là, ils font grise mine et nous expliquent que c'est quand même difficile à argumenter autour de cette réforme. Bah oui, c'est normal qu'ils soient dans une situation difficile parce que plus ils parlent, plus ils font de la pédagogie, comme ils aiment expliquer, plus il y a d'opposants à cette réforme. Ils ont fait 2 semaines de pédagogie, il y a 13% en plus de personnes qui sont contre la réforme, et il y a eu 2,8 millions de manifestants dans la rue hier. Plus ils parlent, plus tout le monde comprend qu'ils ont un problème de déconnexion avec la vie des Français et des Françaises. Alors on vous a déjà expliqué que la pénibilité, ça n'existait plus, puisque maintenant il y a, et tout le monde en a apparemment, des exosquelettes, que la pénibilité pour les carreleurs, ça n'existait plus parce qu'ils avaient des genouillères, que les AESH dont parlait à l'instant mon collègue socialiste, bon, elles gagnent 760 € par mois, mais ce n'est pas un problème. Parce que vous comprenez, la vie est faite de choix. Et c'est quand même, elles ont fait un choix d'avoir leur mercredi et leurs vacances scolaires pour pouvoir s'occuper de temps en temps de leurs propres enfants. Voilà ce que nous expliquait cette députée macroniste, avec juste une petite chose qu'elle a oubliée. C'est qu'à 700 € par mois, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap dans notre pays, elles ont généralement un 2e, voire un 3e emploi, où elles travaillent le matin, le soir et souvent les mercredis, justement, pour pouvoir juste arriver au seuil de pauvreté ou au SMIC. Voilà ce que font les femmes. Je dis les femmes parce que c'est à 95% des femmes qui sont accompagnantes d'élèves en situation de handicap et qui sont l'honneur de notre pays, qui devraient être fonctionnaires avec un vrai statut et un vrai salaire. Alors, ils sont tellement déconnectés qu'en commission, ils nous expliquent « Non, mais nous, on est là pour parler de la retraite. Donc, nous ne voulons pas parler salaire. » Quand nous, on dit il faut augmenter les salaires, le SMIC, les salaires. Donc, ces gens veulent parler de la retraite. Ils vous expliquent qu'ils font une réforme parce qu'ils pleurent sur 12 milliards qui arriveront dans 4 ans et je ne sais quoi, de manière hypothétique, mais sans parler du financement de la retraite, c'est-à-dire des salaires. Ça montre une connexion avec la vie des gens qui est extrêmement forte. Donc plus ils parlent, plus ils créent des opposants. Et puis plus ils parlent, plus ils sont obligés de dire des choses. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'arguments, ils admettent petit à petit des choses. Alors par exemple, vous avez un ministre qui explique que oui, c'est vrai, la réforme va un peu pénaliser les femmes. Alors rien que pour cet aveu-là, déjà, on devrait retirer la réforme, c'est une évidence. Mais c'est qu'ils sont malins. Ils nous ont donné un document, nous les parlementaires, pour qu'on soit au courant des effets de la réforme. Et dans ce document, il est inscrit noir sur blanc que les femmes vont devoir travailler plus longtemps que les hommes. Donc après, c'est difficile de dire autre chose que ça va pénaliser un peu les femmes. Ça fait 200 000 femmes qui vont devoir travailler au moins par an, de 62 jusqu'à 64 ans. On a parlé très bien tout à l'heure de la question de la pénibilité, des métiers féminins qui n'étaient pas pris en compte. Des femmes qui sont cassées, par exemple, aide à domicile, qui doivent lever des gens pour pouvoir les laver, pour pouvoir s'en occuper. Et je ne parle même pas de la charge mentale qu'ont les femmes, souvent dans les métiers de lien, où justement la grève est plus dure pour les femmes aussi, dans ces secteurs-là, parce qu'elles culpabilisent de ne pas être là, dans le poste qu'elles ont pour s'occuper des gens, pour ne pas qu'ils soient tout seuls. Donc vous avez un ministre qui indique ça, et puis vous avez des macronistes qui commencent à s'exprimer un peu partout. Alors suivez la séance la semaine prochaine, je pense que vous allez avoir de nouveaux florilèges. Et puis certains commencent à dire, oui, c'est vrai que c'est un peu injuste. Bah oui, ils sont poussés par les citoyens et les citoyennes de chez eux. C'est vrai que c'est un peu injuste, moi je ne peux pas la voter pour l'instant. Donc il y a une petite ambiance en ce moment à l'Assemblée qui les fait s'enfoncer et qui est assez agréable à regarder parce qu'ils n'ont aucun argument pour ça. Et je dois vous dire qu'au début de l'année 2023, à l'Élysée se murmurait dans les couloirs un nom pour le mois de janvier. Ils avaient tellement peur des mobilisations que janvier, ils l'ont appelé le janvier noir. Eh bien, depuis Saint-Nazaire, nous proposons un nouveau nom pour février. Nous proposons que février soit février du retrait et que nous fassions battre en retraite ce gouvernement dans ce mois de février. Bon alors, comme ils n'ont plus d'arguments, il leur reste l'insulte. Donc évidemment, nous sommes des gauchistes, des feignants, des bobos et je ne sais quoi. Et ils s'en prennent à tous les fondements de la démocratie. Alors déjà, ils s'en prennent évidemment aux grèves et aux manifestations. Je vous cite M. Véran, que tout le monde adore dans ce pays.
il y aurait eu 700 000 personnes ou 1 300 000 personnes, pas de chance, il y en a 2,8 millions maintenant, ça ne changerait pas les choses pour nous. Bon, ensuite ils s'en prennent évidemment aux syndicats, avec M. Attal, ministre des Comptes publics, qui explique « Mon message aux syndicats est clair, si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin. » Mais monsieur Attal, vous n'avez pas compris quelque chose. Déjà, ceux qui sont dans la rue sont ceux qui se lèvent justement le matin, ceux qui travaillent. Et puis, monsieur Attal, mais vous avez confondu la grève avec un congé sans solde. C'est pas ça, une grève. Bah oui, une grève, c'est on ne fait pas son travail, justement, en perdant une journée de salaire, je le rappelle. Évidemment, il s'attaque aussi à l'opposition. Alors la NUPES, je cite monsieur Darmanin, lui aussi bien aimé dans le pays, la NUPES veut bordéliser le pays. Quant à Mme Borne, la Première ministre, elle explique que nous n'avons rien à proposer et que nous sommes dans le déni. Pas d'Outuo qui ne voit pas les 2,8 millions de personnes. Je ne sais pas où ils se sont mis la journée du 31, mais ils n'ont rien vu. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à nous? C'est quand même intéressant de le dire. Pourquoi ils s'attaquent à la NUPES? Parce que les autres forces dans l'hémicycle ne les dérangent pas tellement. Pourquoi? Parce que vous avez le Rassemblement national qui sert magnifiquement d'opposition de confort à M. Emmanuel Macron. D'abord parce que, il faut le redire, Marine Le Pen n'est pas favorable à la retraite à 60 ans, elle est favorable à la retraite à 65 ans pour tout un tas de gens. Première des choses. La deuxième des choses, ils viennent de perdre un député dans une partielle, là, donc comme défenseur de la retraite, on peut faire mieux. Mais surtout, quand vous regardez en commission des affaires sociales, nous, la NUPES, nous avons à peu près 5000 amendements, parce que vous comprenez, quand vous avez une loi aussi mauvaise, il faut tout supprimer et tout réécrire, donc forcément, ça fait du travail parlementaire. Eux, ils ont déposé 75 amendements. Alors, je vous rappelle, le Rassemblement national a 88 députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que, par député, ils n'ont même pas réussi à avoir une idée par député. Alors déjà, ça vous donne une idée de leur créativité. Et puis ensuite, si vous continuez, vous regardez combien ont déposé d'amendements les groupes macronistes. Renaissance, Horizon, Démocrates. Ils en ont déposé 179. Donc ça veut dire que le Rassemblement national a moins de choses à dire sur une retraite à 64 ans que ce que n'ont à dire les macronistes dans l'Assemblée. C'est quand même intéressant. Ensuite, vous regardez leur présence extrêmement importante en commission. En commission des finances, dont on parlait juste à l'instant, ils ont normalement 11 personnes qui sont 11 commissaires dans cette commission. Combien étaient présents? 2. Et puis, vous continuez, vous regardez ce que... Vous savez, les oppositions, on a tous une journée réservée dans l'année où on peut choisir, c'est ce qu'on parlait sur les socialistes, la niche qui arrive, on peut choisir l'ordre du jour. Eux, c'était le 12 janvier dernier. Qu'ont-ils proposé? Qu'il fallait inciter les entreprises à augmenter de 10% les salaires. D'accord? Bon, déjà, l'incitation, on connaît, ça ne marche pas du tout. Enfin, bon. Et comment ils faisaient pour inciter les entreprises à augmenter les salaires? Exonération de cotisation. Et qu'est-ce que ça fait des exonérations de cotisation? Ça fait des trous dans l'assurance vieillesse. Et après, ils vont aller pleurer pour dire oh, c'est désastreux, le système des retraites est en faillite, donc faisons une réforme des retraites et on ne peut pas faire la retraite à 60 ans, vous dit le Rassemblement national. Donc ces gens sont des tartuffes, c'est une arnaque complète. Ils ne sont pas là pour combattre pied à pied la réforme. Ils ne sont pas dans la rue, ils ne sont pas dans l'Assemblée et ils ne servent à rien, à part à être complices de Macron pour les aider à faire passer cette réforme. Bon, et puis évidemment, dans les fondements de la démocratie aussi, en plus de mépriser la mobilisation sociale, ils méprisent ils piétinent le Parlement avec, vous avez compris, vous avez adoré le 49.3, ils l'ont fait 10 fois, on fait passer tout de force sans vote. Là, maintenant, c'est le 47.1, qui est une sorte de 49.3 déguisé. Donc ce n'est plus Mme Borne qui arrive et qui dit « Je déclenche le 49.3, le texte est adopté sans vote de manière complètement autoritaire ». C'est une date. On a 11 jours, pas un de plus, pas un de moins, pour discuter d'une réforme qui va changer la vie de millions de gens dans ce pays et de celle des générations futures. Voilà la manière dont ils respectent la démocratie dans ce pays. Et je crois qu'il serait quand même important qu'ils comprennent enfin que nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, ce n'est pas le roi Macron qui est souverain, c'est le peuple qui est souverain. Et il devrait d'autant plus se rappeler que, comme cela a été très bien dit tout à l'heure, il vient d'avoir une élection partielle où, contre un macroniste, et c'est la première fois que ça arrive, nous n'avons jamais avant gagné une élection partielle, contre un macroniste, nous avons gagné un nouveau député, René Pilato, de la première circonscription de la Charente, donc un nouveau député pour la retraite à 60 ans. Et donc, comme Mathias Tavel vous le disait tout à l'heure,
puisque Emmanuel Macron, pour essayer de faire rentrer tout le monde dans le rang, là, les macronistes qui disent on ne veut pas voter la réforme, les LR qui sont un peu sous pression populaire, il agite la menace de la dissolution. Comme ça, il se dit, bon, ils vont un peu se tenir tranquilles, hop, et bien voter comme il faut au bon moment. Mais s'il veut dissoudre, mais qu'il le fasse, mais qu'il fasse bien attention. Et moi, je le dis aux macronistes depuis cette salle de Saint-Nazaire, qu'ils se méfient. Qu'ils se méfient parce que le peuple sait choisir. Et lorsqu'il faudra choisir entre celles et ceux qui veulent faire passer la retraite à 64 ans et donner 2 ans de ferme supplémentaires aux gens, ou ceux qui veulent diminuer le temps de travail, à la fois dans la semaine, dans l'année avec la 6e semaine de congé payé, et dans la vie avec la retraite à 60 ans, eh bien, je crois que le peuple pourrait bien le choisir, et que si ce gouvernement refuse de retirer cette réforme, eh bien, le peuple peut retirer le gouvernement. Bon, alors, il n'y a qu'une macroniste avec laquelle je suis d'accord, je vous la lis. Aurore Berger, elle disait il y a quelque temps, alors pas du tout sur ça, mais c'est pas grave, on ne peut pas avoir une poignée de personnes qui génèrent une pagaille pour des millions de Français. Bien oui, je suis d'accord avec elle. Alors elle le disait sur les raffineurs qui se battaient pour les salaires, mais moi je suis d'accord, on ne peut pas avoir un gouvernement avec 19 millionnaires qui met la pagaille comme ça sur des millions de personnes. Parce que cette réforme des retraites, elle arrive dans un moment particulièrement brutal pour le pays. Peut-être avez-vous vu, mais aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre a rendu son rapport annuel. Il montre que déjà, nous avions augmenté, multiplié par 2 en 10 ans, le nombre de personnes sans abri dans ce pays, dans la 7e puissance économique au monde. Là, ce ne sont plus 300 000 personnes sans abri, ce sont 330 000 personnes sans abri, plus 30 000 depuis l'année dernière. Nous sommes dans un pays où non seulement il y a 10 millions de pauvres, mais la moitié des pauvres de ce pays ont moins de 30 ans. Nous sommes dans un pays où les gens sont étranglés, à la fois par les prix de l'énergie qui explosent, les prix de l'alimentaire qui explosent. Nous sommes dans un pays où nous sommes devant une crise sanitaire sans précédent, avec une pénurie de médicaments qui sont pourtant des médicaments essentiels, avec un hôpital public qui est en train de s'effondrer. L'éducation nationale est à peu près pareille, mais bien sûr, pour Emmanuel Macron, ça n'a rien à voir avec les 21 500 lits qu'il a supprimés le mandat précédent, rien à voir avec les 5 milliards qu'il a enlevés à l'hôpital public. Le problème, c'est les 35 heures, évidemment. Et puis, dans un moment aussi de crise écologique extrêmement forte, avec, pour juste l'été dernier, avec les incendies, les sécheresses et autres événements climatiques extrêmes que nous avons vécus dans notre pays, un coût de 10 milliards d'euros dont il ne s'occupe absolument jamais, en plus de ce que ça veut dire sur la survie de l'espèce humaine et des différentes espèces sur Terre. Donc, nous avons une réforme qui est injuste et injustifiée, et je crois que tout le monde le comprend bien. C'est indispensable, c'est faux, c'est le Conseil d'orientation qui le dit, il n'y a pas de problème de faillite. Sur l'argument démographique, c'est délirant. Ah oui, parce que ça, on va vous expliquer ça souvent, je vous dis juste ça pour que vous l'ayez en tête. Donc on vous dit, oh, dans les années 70, il y avait 3 actifs pour un retraité. 3 actifs qui payaient pour le retraité. Maintenant, nous sommes à 1,7 et nous allons aller vers 1,4 actifs pour un retraité. Donc quasi 1,1, il vous explique. Bah ouais, bêta. Sauf que par rapport aux années 70, un travailleur est 3 fois plus productif, déjà. Et puis qu'on a augmenté la richesse de ce pays x9 depuis les années 70. Donc, quand le Rassemblement national, et je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Mathias sur l'interruption volontaire de grossesse, vous explique que sa solution pour les retraites, c'est la natalité, renforcer la natalité dans ce pays. Ils prennent pour exemple la Hongrie. Qu'est-ce qui se passe en Hongrie? Quand les femmes veulent avorter, on oblige une femme à écouter le cœur d'un fœtus avant de pouvoir disposer et choisir librement du fait de pouvoir pratiquer un avortement. Donc l'exemple de politique nataliste du Rassemblement national est un exemple qui attaque profondément les droits des femmes et qui fait ce qui se passe dans tous les pays où l'extrême droite est au pouvoir, comme il se passe en Pologne, avec des femmes comme Isabelle ou Agnieszka qui sont mortes parce qu'on a refusé et interdit l'avortement dans ces pays. Alors, à quoi ça sert cette réforme? Bon, Mathias Tavel vous l'a dit. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit à un dîner en septembre. C'est une opération de sauvetage de l'ego de M. Macron. Il dit « Ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur ». Voilà sur quoi Emmanuel Macron
essaye de vous faire travailler 2 ans supplémentaires. Alors en plus d'aider, bien sûr, tous ceux qui vont s'enrichir grassement avec la capitalisation, puisque les pensions baissent, donc vous en avez à avoir un tas qui vont être très heureux, BlackRock, enfin tous ces amis qu'il aime voir régulièrement. Mais voilà ce dont il est question. Et mes collègues avant moi ont eu raison de dire qu'il s'agit ici d'un choix de société. D'un choix de société parce que nous sommes fiers de vivre dans un pays, même si nous voulons toujours continuer à l'améliorer, où le taux de pauvreté des retraités est parmi les plus bas au monde. Nous sommes fiers de vivre dans un pays où nous n'avons pas une catastrophe sociale supplémentaire, puisque si nous faisons une retraite à 64 ans, on sait, d'après les chiffres de l'OFCE, là aussi c'est pas nous, qu'il y aura au moins 110 000 personnes au plus au RSA et autres minima sociaux, qu'il y aura 277 000 chômeurs en plus, et qu'il y aura 400 000 arrêts maladie ou arrêts de travail supplémentaires, avec des accidents du travail qui, à cet âge-là, sont plus souvent mortels qu'à d'autres âges. Nous ne voulons pas d'une société, et je vais vous donner un exemple très concret. Peut-être avez-vous suivi un jour cet épisode, mais un jour, à l'Assemblée, un macroniste a trouvé intelligent, alors que je n'avais même pas ouvert la bouche, je montais à la tribune, de me crier poissonnière. Bon, ce qui était extrêmement sexiste, et puis qu'il y avait un mépris de classe évident aussi dedans. Donc, pour répondre à ça, j'ai été voir une poissonnière dans le Morbihan et à faire avec elle à la fois la crier, elle se lève à 1h30 du matin, et faire ensuite la tournée qu'elle fait, donc l'achat du poisson, puis ensuite la tournée autour de sa poissonnerie. C'était beaucoup dans la ruralité. Donc c'était une très très belle journée. Et l'autre jour, j'appelle Patricia, et je lui demande comment elle voit, elle, la retraite à 64 ans. Et elle m'explique qu'elle était vraiment tout proche de la retraite. Son mari, lui, c'est plus compliqué parce que pendant 14 ans, il n'a pas cotisé parce que, bon, il était... Enfin, il y a eu un problème administratif, donc pour l'instant, il a une retraite estimée à 400 €, quelque chose comme ça. Mais elle travaille depuis ses 15 ans, d'accord? Et elle me dit, bah Mathilde, en fait, comme mon mari va avoir une retraite tellement basse et que moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver, à 60 ans, je reprends... Ils ont vendu la poissonnerie récemment, puisqu'ils étaient sur la fin de leur carrière et ils avaient une belle opportunité. Je reprends une formation de chauffeur de car à 60 ans, tandis que son mari, qui a été à la fois marin-pêcheur et poissonnier, lui devient homme des ménages. Je le dis parce que c'est ce genre de société qu'ils sont en train de préparer. Et quand nous disons que c'est un choix de société, moi je ne veux pas vivre dans un pays, comme je l'ai vu dans d'autres pays, où quand vous passez à la caisse du supermarché, vous avez des gens de 70, 80 ans qui sont avec des sacs plastiques pour empaqueter vos courses, pour avoir juste une petite pièce pour pouvoir survivre. Parce que c'est de ça dont on est en train de parler au bout du bout. De gens qui auront des retraites de misère, de gens qui seront tellement cassés qu'à la fin, lorsqu'ils auront enfin du temps libéré du travail contraint, qui ne pourront plus en profiter, qui ne pourront plus être là pour la société. Et ce que nous défendons, nous, dans le droit à la retraite, c'est l'héritage de celles et ceux avant nous, tout au long du XXe siècle, qui ont libéré du temps de travail. Retenez ce chiffre. Au début du XXe siècle, il y avait 3000 heures de travail. À la fin du XXe siècle, 1500 heures de travail. Ça veut dire qu'on avait diminué par 2 le temps de travail. Et pourtant, la richesse a été multipliée par 40. Ça veut dire que les gains de productivité ont été mis justement dans le fait de baisser le temps de travail, dans la semaine, dans l'année, dans la vie. Et pas ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire gaver les actionnaires jusqu'à n'en plus pouvoir. 10 milliardaires se sont fait 189 milliards d'euros en 2 ans. Vous avez l'homme le plus riche du monde, M. Bernard Arnault, qui possède autant de richesses que 20 millions de Français. Mais quel être humain a besoin de 20 millions de fois plus qu'un autre être humain? Quelle est l'indécence de ce pays où on accepte ça? Et la question fondamentale, elle est sur celle-ci. À la fois la question, évidemment, du partage des richesses, mais aussi celle de dire nous voulons libérer du temps, de ce temps de travail contraint. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que pense le capital, que les gens sont inutiles, bien au contraire. Parce que quand vous avez, par exemple, quand vous êtes grands-parents et que vous avez des petits-enfants, si vous partez à la retraite plus tard, qui va devoir faire ça? Alors, si vous avez les moyens, vous pourrez payer quelqu'un. Si vous ne les avez pas, bon, débrouillez-vous. Mais même si vous avez les moyens, qui peut dire que c'est la même chose
d'avoir du temps avec ses petits-enfants, où c'est l'âge aussi où les enfants apprennent à être humains, apprennent justement dans le lien à être humains. Qui peut dire que c'est la même chose que de payer quelqu'un qui fait un travail à ce moment-là? C'est 23 millions d'heures qui sont faites par des retraités auprès de leurs petits-enfants. C'est 50% des maires ruraux qui sont des retraités, qui s'engagent pour leur commune. C'est 27% des bénévoles associatifs qui sont des retraités et qui s'engagent pour les autres. Nous avons le droit. Nous avons un droit qui est une conquête depuis longtemps, au temps libéré, à un temps qui est un temps libéré justement de ces contraintes, libéré du marché sur lequel le marché essaye de mettre la main. On comprend quand vous voyez les retraites, c'est 350 milliards. Hein, c'est pour vous dire la manne qu'ils essayent d'attirer vers eux. Nous ne voulons pas qu'on nous vole 2 ans de vie. C'est ça qui est en jeu dans cette réforme des retraites. Et c'est pour ça que le grand nombre s'y met justement pour combattre cette réforme des retraites, justement parce que chacun sait ce qu'il met derrière la retraite. Chacun sait que c'est aussi un débat sur le travail, sur l'extrême précarisation du travail, sur l'extrême ubérisation du travail. Alors, nous le disons ici, nous ne voulons pas travailler plus longtemps, nous voulons au contraire travailler moins pour travailler tous et travailler mieux. Et ce que nous faisons avec ce mouvement qui est un mouvement historique, c'est justement de tenir le fil de l'histoire de celles et ceux qui se sont battus pour la diminution du temps de travail. Alors, je termine sur la fin, une citation qui est une citation de Léonard Vincent, qui vient d'un livre qui s'appelle « Éloge de la grève ». Et comme nous serons en grève ou dans la rue les 7 et 11 février, je vous lis cette citation pour terminer. « La grève nous dépasse puisqu'elle vit depuis toujours tapie dans nos rêves. Elle est transportée de génération en génération par la colère et la joie. Par elle, nous montrons que nous ne sommes pas une multitude, mais un nombre, et que ce nombre pourrait, à l'instant, s'il le décidait, tout suspendre, tout chavirer d'un seul coup. Nous la réservons comme un éclair de foudre caché dans nos poings serrés. Ainsi donc, elle est notre pouvoir magique, immatériel et vengeur, le petit dieu complice que peuvent toujours invoquer les exaspérés. Grenade dégoupillée pour toujours, elle prouve que l'esprit peut devenir matière, que les idées aériennes des philosophes peuvent faire gonfler les voiles des cortèges dans les rues, que le miracle de l'incarnation peut toujours s'accomplir devant les yeux des incrédules, que le ciel et la terre sont vraiment le même empire. Car oui, à la fin, reconnaissons que l'humanité ne passe à l'acte que lorsqu'elle est habitée par ce qui n'existe pas, de grands tableaux jamais peints, des passions jamais jouées, des romans jamais écrits. Pour ceux qui cherchent le grand air à respirer, les récits ont plus de force motrice que n'importe quel vécu. Merci à vous, force, et aux 7 et aux 11 dans la rue. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons nous.